sur l'environnement d'évaluation propice en Argentine. C'était de Natalia Acalino qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais faire des commentaires sur sa présentation. Nous, malheureusement, on ne pourra pas faire une séance de questions-réponses puisqu'elle est spécialiste dans ce domaine. Mais si vous voulez, vous pouvez poser vos questions. On va les envoyer à Natalia plus tard. Donc, sa présentation ne se focalise pas uniquement sur l'Argentine. C'est basé sur une étude où 9 cas ont été analysés. Les 9 cas étaient analysés au niveau national, mais 8 incluent aussi les agences d'évaluation au niveau sous-national. Donc, c'est une perspective large sur l'état des organisations d'évaluation dans ces pays. Donc, l'idée principale, la proposition de valeur, comme c'est noté ici de cette étude, est sur le fait qu'une conception stable, on a besoin d'une conception stable afin de contribuer à cette évaluation de suivi. En termes de structure organisationnelle de ces organisations, les auteurs proposent que les membres aient des interactions et des fonctions prédéterminées, donc les responsabilités soient définies de manière claire, mais aussi les institutions, les organisations arrivent à développer les capacités non seulement au niveau d'une durabilité au fil du temps, mais en termes de développement aussi. Aussi, en termes des membres, ils considèrent cela important de partager les mêmes ou des similaires au niveau des épistémologies et des idées similaires en termes de pratiques d'évaluation. Donc, comme j'ai déjà dit, ces informations viennent de 9 études de cas, le Canada, l'Espagne, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, au niveau national. Ensuite, au sous-national, le cas de la Catalogne en Espagne était analysé à Jalisco, au Mexique, Pernambuco, au Brésil et Buenos Aires en Argentine. Et les auteurs, quand ils ont fait l'analyse, ont regardé 4 aspects, c'est-à-dire au niveau durabilité, organisationnel, afin de garantir la durabilité, les pratiques d'évaluation et l'utilisation de l'évaluation suite aux résultats et les recommandations. Donc, nous allons maintenant examiner les cas qui ont été analysés plus en détail. Donc, pour Canada, au niveau national, les auteurs ont évalué le Centre d'excellence de l'évaluation en Espagne, l'Agence de politique publique et l'Agence de qualité de service a été revue et au niveau sous-national, évalué en Catalogne. Au Mexique, le système d'évaluation des performances a été revu et au niveau sous-national, les initiatives Jalisco et Evalua Jalisco. Au Brésil, le PPA, le système d'évaluation PPA a été étudié au niveau sous-national, CEBLAC de Pernambuco et en Argentine, le système de suivi réel et finances du ministère de l'économie a été étudié et au niveau sous-national, le cas de capitale de Buenos Aires, c'est-à-dire le panel de contrôle et de gestion des unités de priorité gouvernementale. Donc, au sein des différentes dimensions d'analyse, comme j'ai dit auparavant, il y en a 4. Au sein de cette forme organisationnelle, l'équipe a examiné la manière dont les systèmes sont subordonnés aux agences de coordination, la manière dont les responsabilités sont distribuées au fil des membres de distribution de différents membres et les responsabilités de suivi et d'évaluation. Ensuite, la durabilité, les auteurs ont regardé les différents standards qui gèrent le système, le profil et la formation des ressources humaines et les stratégies de financement des évaluations. Troisième aspect, c'est les pratiques d'évaluation
qui a cherché la manière dont les organisations trouvent l'équilibre au niveau de suivi et d'évaluation, quels sont les critères de sélection de programmes et d'évaluation, la manière dont ces évaluations sont mises en œuvre et les mécanismes d'assurance et de contrôle qualité de suivi. Ensuite, en dernier lieu, en termes de l'utilisation des évaluations, cela regarde les différentes utilisations des informations et les résultats générés suite au système de suivi et d'évaluation, et en plus des mécanismes de distribution. Maintenant, nous allons parler rapidement des résultats de chaque aspect. Tout d'abord, pour le premier, c'est-à-dire la conception organisationnelle, les auteurs ont trouvé que pour beaucoup des systèmes, l'évaluation est conçue comme un outil de gestion. Donc, non seulement le partage des connaissances ou l'exercice de partage, mais en fait, ils ont trouvé que dans beaucoup de systèmes, l'évaluation est associée de près avec l'affectation de budget, parfois en lien avec les agences budgétaires. Ces organisations ont aussi, même que ces organisations se situent au sein des organisations politiques, ils essaient d'être aussi indépendantes du politique que possible. Et un moyen de faire cela, c'est de créer des conseils, des comités de conseil conçus d'experts des différents membres de l'académie. En termes de distribution de responsabilités, il y a deux différents modèles, centralisés et décentralisés. Dans le modèle centralisé, les agences de coordination définissent les lignes directrices et mettent en œuvre les évaluations, tandis que dans l'autre modèle, la coordination définit les lignes directrices, mais contrôle la mise en œuvre des évaluations. Donc, ils ne font pas cela eux-mêmes. Donc, quelque chose de très intéressant dans ces études, c'est qu'ils ont vu que ce manque de coordination entre les agences d'évaluation et les agences de coordination mène à beaucoup de différences au niveau de discrétion sur les utilisations et l'utilisation des résultats des évaluations. En termes de durabilité, les résultats sont en lien avec les types de standards qui gèrent le système, c'est-à-dire les stratégies de ressources humaines utilisées et aussi les stratégies de financement. Donc, pour le premier, ils ont examiné la manière dont les systèmes sont conçus, les responsabilités sont affectées aux différentes agences membres et dépendances, le fait que ce soit obligatoire ou non d'évaluer certains programmes et politiques, et aussi la définition des lignes directrices aussi, donc les standards de qualité pour les évaluations. En termes des ressources humaines, ils ont exploré la manière dont les profils professionnels et les compétences requises des évaluateurs ou responsables sont définis ou sont considérés comme évaluateurs ou responsables des compétences. Est-ce qu'ils font l'évaluation? Est-ce qu'ils gèrent les évaluations? Et ils regardent aussi, cherchent aussi les politiques de formation des évaluateurs, la manière dont ceux-là sont conçus. En termes de résultats, ils ont trouvé qu'il y a différentes stratégies pour faire des évaluations des différentes agences. Donc, il y a 3 différentes stratégies ici. Tout d'abord, le cofinancement des évaluations entre les agences et d'autres secteurs de gouvernement ou des agences et des bailleurs de fonds externes. Dans certains cas, il y a un fonds spécifique pour tous les programmes ou les différents programmes dans un seul secteur. Par exemple, le programme de développement social participatif avec un fonds spécifique pour financer des évaluations dans ce secteur. Il y a aussi des agences qui font un autofinancement
à travers la fourniture de services comme des études, des recherches, des formations, un soutien technique ou des certifications de qualité. Donc, en troisième aspect, c'est les pratiques d'évaluation. Des auteurs ont trouvé que certains cas, un problème au niveau de suivi de l'équilibre de ces agences, ils disent qu'il y a un problème au niveau d'un manque de suivi de ces données de performance pour la mise en œuvre des évaluations. En termes de mise en œuvre des évaluations, dans ces agences, ce que cela dit, c'est qu'ils font les évaluations au sein des organisations ou en externe ou un peu des deux. Donc des équipes mixtes. Au niveau des plans d'évaluation, ils ont cherché la manière dont les critères de définir les plans d'évaluation sont définis, quels sont les objectifs des examinations des programmes, c'est-à-dire comment trouver les évidences et ensuite si l'approbation du comité technique est voulue afin de poursuivre le plan d'évaluation. Et en dernier lieu, les comités techniques font une évaluation de conception de ces études et les résultats de ces études et contrôlent aussi les systèmes de suivi et d'évaluation. Pour le dernier aspect, l'utilisation, les résultats trouvés sont que dans ces organisations, l'utilisation de ces évaluations, ces recommandations sont pour examiner la redevabilité. Le redevabilité, ces résultats doivent parfois être partagés avec les membres du Parlement ou les membres du gouvernement. Dans d'autres cas, les résultats sont en lien avec l'affectation des ressources qui va en ligne avec ce que nous avons déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le processus du budget gouvernemental et il y a même des standards qui établissent des programmes obligatoires de programmes afin de soutenir le renouvellement de programmes et l'affectation de budget. En troisième lieu, il y a de créer des mécanismes pour promouvoir l'utilisation de résultats des études dans la gestion de programmes, c'est-à-dire générer des informations qui sont utiles aux preneurs de décision ou aux concepteurs de programmes, afin de reconstruire des programmes qui sont déjà en place. Donc voilà, c'est la fin de la présentation de Natalia. Comme je dis, je ne pourrais pas répondre à vos questions, mais il y a un papier en anglais là-dessus qui rentre plus dans les détails, dans l'étude de chaque cas. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, je peux vous envoyer le lien vers ce document afin d'explorer cela plus en détail. Donc maintenant, nous allons faire une pause, 5 minutes de pause avant de clôturer. Samantha Neufeld va nous parler sur l'Agenda 2020 et le lien avec les évaluateurs indigènes. Et ensuite, Marcos Segon va nous parler de le programme de développement durable 2030 et votre place. Et ensuite, pour clôturer, Rosetta va clôturer. Donc Et bonjour à tous à nouveau. Merci d'être restés avec nous.